investir en actions du groupe La Poste ou en crypto-monnaie? En actions du groupe La Poste, évidemment. Évidemment. Jean-Émile, tous les mois, je laisse le plateau à Edwina, donc d'European Digital Group, qui reçoit chaque mois un nouvel invité qui vient nous parler de son expérience en fusion-acquisition. Et aujourd'hui, elle reçoit Nicolas Michel, donc Head of Financing and M&A and Financial Strategy du groupe La Poste. Edwina, c'est à toi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Nicolas Michel, directeur des fusions et acquisitions et du financement du groupe La Poste. Bonjour Nicolas. Bonjour Edwina. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, merci pour l'invitation. Je souhaiterais échanger avec toi aujourd'hui sur la manière dans laquelle un groupe, tel que le groupe La Poste, gère ses fusions et acquisitions et comment il les sécurise et il les opère. Ça te va comme thème ? Très bien. Tout d'abord, peux-tu s'il te plaît nous décrire les contours du groupe La Poste, ainsi que la stratégie et la dynamique d'acquisition du groupe sur ces dernières années ? Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être intéressant de rappeler un petit peu ce que c'est que le groupe La Poste, parce que je pense que la plupart des gens n'ont pas forcément la bonne image du groupe La Poste, qui s'est beaucoup transformé ces 10 à 15 dernières années. Donc le groupe La Poste, c'est presque 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, dont 41% à l'international. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément, en fait. C'est un groupe qui est détenu depuis mars 2020 par la Caisse des dépôts à hauteur de 66% et par l'État pour le solde. Et le groupe est organisé en 4 branches. La branche service courrier colis, qui représente à peu près un quart du chiffre d'affaires total du groupe. L'activité historique. Qui est l'activité historique sur la partie courrier, D'accord. avec pas mal de diversification dont on parlera sûrement par la suite. Tu as également la branche Géopost, qui est notre opérateur de transport de colis express routier, notamment à l'international, qui fait environ 40% du chiffre d'affaires du groupe. Tu as également la branche La Banque Postale et CNP Assurance, qui est donc notre branche de banque assurance, qui fait à peu près un quart du chiffre d'affaires du groupe consolidé également. Et puis, tu as enfin la branche grand public et numérique, qui fait le solde, donc environ 10% du chiffre d'affaires du groupe, qui allie la puissance d'un réseau physique avec la puissance du digital. Je pense qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et donc, pour répondre à ta question, maintenant qu'on a présenté un peu le groupe La Poste, on est très actif en termes de croissance externe, puisque ces dernières années, on fait entre 10 et 20 opérations closées par an, une vingtaine d'opérations l'année dernière, pour un montant total d'environ 1,4 milliard d'euros, hors Banque Postale CNP Assurance. Et ça, donc, c'est un rythme effectivement qui s'est beaucoup accéléré ces 5 à 10 dernières années. Donc j'imagine que vous avez testé au sein du groupe La Poste plusieurs modèles ou schémas d'intégration. Aujourd'hui, quel est le vôtre? Et est-ce que tu aurais des recommandations à ce sujet-là? Oui, bien sûr. Alors, nous, ce qu'on essaye de rechercher, ce sont d'abord dans les acquisitions de la croissance rentable. Et pour ce faire, en général, on fait rarement des acquisitions à 100%, parce que ce qu'on veut, c'est garder le management et les dirigeants des cibles qu'on achète pour garder leur savoir-faire et favoriser l'intégration par la suite. On veut vraiment garder l'ADN des entreprises qu'on achète, parce que c'est vrai que quand tu achètes des PME et que tu les adosses dans un très grand groupe comme est le groupe La Poste, voilà, tu as toujours un risque effectivement de misfit et un risque d'intégration. Donc c'est pour ça que le plus souvent, effectivement, on prend des participations majoritaires dans les sociétés qu'on achète, qui nous permettent de contrôler et de consolider les résultats de la cible dans les comptes du groupe. Et on laisse les dirigeants actionnaires aux commandes et en actionnaires minoritaires, avec des options de liquidité, évidemment, à terme. Ce qui nous permet effectivement d'inciter à la croissance rentable et de minimiser les risques d'intégration, puisqu'ils nous accompagnent pendant quelques années, le temps qu'on intègre bien la société dans le groupe. Et du coup, inversement, on fait assez peu d'acquisitions minoritaires, parce que finalement, pour un corporate, investir en minoritaire dans une société, ça n'a pas un grand intérêt financier, parce que finalement, tu vas immobiliser de la trésorerie et du financement
pour pas de retour, alors éventuellement une quote-part de dividende, mais tu ne vas rien consolider dans tes comptes. Même au niveau des synergies également, c'est... Au niveau des synergies, effectivement, c'est plus difficile à déployer quand tu es minoritaire. Et du coup, si ça nous arrivait de le faire, mais si on prend des participations minoritaires dans une société, en général, c'est avec un past control, c'est-à-dire un objectif à terme de prendre le contrôle qui peut être protocolé dès le départ sur différentes étapes. Oui. Et donc, c'est juste une étape de passage, en sachant que vraiment, à terme, voilà, ce qu'on souhaite, c'est contrôler et consolider les résultats de la société. Alors, aujourd'hui, le marché est en forte ébullition. Les valorisations ont atteint un niveau assez élevé. Comment le groupe se démarque de la concurrence à prix égal ? C'est une bonne question. Effectivement, c'est une bonne question. C'est une question difficile. Je pense qu'elle s'applique surtout dans les processus M&A compétitifs, oui. En sachant que voilà, une partie de nos acquisitions peuvent s'inscrire dans des processus M&A compétitifs, mais beaucoup d'acquisitions aussi se font de gré à gré, dans lesquelles on a moins ce sujet-là. Alors, dans les processus M&A compétitifs, je dirais qu'on a trois axes pour essayer de se différencier par rapport à ta question. Le premier, c'est le projet industriel, je pense, par rapport à des projets financiers. Le projet industriel, effectivement, nous, on est un groupe. Lorsqu'on achète une société, il y a beaucoup de choses à faire dans le groupe et on cherche à la mettre en condition de se développer dans le groupe. Et ça, effectivement, c'est un projet qui peut être différent d'un projet financier. On va chercher à développer des synergies, etc. Et ça peut intéresser des gens de rentrer dans un projet industriel. Le deuxième axe, je dirais, il est vraiment propre à La Poste, c'est notre identité et nos valeurs. La Poste, c'est un groupe dont les origines remontent à Louis XI, donc ça fait quand même les premiers relais postaux, ça fait un certain temps déjà. Et on est un groupe qui a des missions de service public au service de l'intérêt général. D'ailleurs, l'année dernière, on a adopté le statut d'entreprise à mission et une raison d'être. Oui. Et donc, on a un vrai engagement RSE, social, citoyen, sociétal, qui font partie intrinsèque de l'ADN du groupe La Poste. Et ça, on voit que ça peut attirer des vendeurs aussi. Par rapport effectivement à d'autres groupes, il y a des vendeurs qui peuvent se retrouver dans les valeurs sociales et sociétales du groupe La Poste. Et si on prend la tech, par exemple, il y a aussi la notion de souveraineté numérique, de tiers de confiance, de la légitimité qu'on peut avoir dans le monde physique, qu'on veut refléter dans le monde digital aussi, qui peut attirer des entrepreneurs qui préféreraient s'adosser à La Poste sur un numérique effectivement un peu souverain plutôt qu'un numérique type GAFAM, si j'ose dire. Et le troisième axe, je dirais, c'est la structuration, j'en parlais tout à l'heure, le montage. On a des montages qui peuvent permettre effectivement, même si on n'est pas forcément les mieux disants en valeur upfront, d'aligner les intérêts et d'inciter à la croissance rentable, ce qui peut permettre effectivement aussi de se différencier par rapport aux autres. On est conscient que la logique du private equity et celle d'un corporate sont assez différentes, mais la réalité c'est que tout le monde est concerné par l'augmentation des valorisations. Donc le private equity, l'investisseur, il investit dans une société, il accompagne l'entrepreneur pour faire grossir la boîte et il trouve le meilleur moment pour optimiser sa liquidité. Bon, si le marché se retourne et que la société ne performe pas aussi bien, il y a toujours un moyen de sortie. Il lui suffirait peut-être juste de récupérer sa mise, mais en tout cas, il y a un moyen de sortie. Concernant le corporate, je comprends et tu me dis si je me trompe, c'est que la philosophie est très différente. C'est une philosophie de long terme, de consolidation, de faire croître l'actif au sein d'un groupe. Donc, comment tu appréhendes ce risque-là et comment tu fais en sorte que tu le minimises pour minimiser le risque de cette acquisition ? Oui, alors effectivement, je suis d'accord avec toi. En ce moment, les multiples de valorisation sont très élevés un peu dans tous les secteurs, que ce soit d'ailleurs sur du M&A classique, comme on le fait, ou on le voit aussi sur les startups avec, par exemple, notre fonds de corporate venture, La Poste Venture, où je vois passer aussi des multiples assez impressionnants. Alors, effectivement, pour un corporate, c'est le danger de la survalorisation est grand parce que je dirais qu'on peut avoir une double peine quand on est un corporate si on survalorise une société et que derrière elle ne délivre pas son BP, ses synergies. Voilà. D'une part, il risque d'y avoir une destruction de valeur, une baisse de la valorisation. Ça, c'est effectivement comme tout actionnaire d'une société. Mais
quand tu es un corporate, effectivement, tu vas devoir faire des impairment tests régulièrement et si effectivement il y a une destruction de valeur, devoir constater et passer une dépréciation dans tes résultats. Et donc, ça sera la double peine. Tu auras effectivement une dépréciation de valeur économique et constatée dans ton compte de résultats et dans ton bilan. Donc, face à ça, sur les valorisations très élevées qu'on retrouve en ce moment, il n'y a pas de solution miracle non plus. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est se forger une vraie conviction de la valeur intrinsèque de l'actif à long terme et pas seulement de sa valorisation dans un contexte de marché, dans une tendance de marché. Donc moi, je suis très adepte des valorisations multicritères parce que la valorisation, c'est pas une science exacte. Et donc, dans les valorisations multicritères, je vais avoir tendance à surpondérer un peu les méthodes de valorisation type intrinsèque, type actualisation des cash flows disponibles dans le futur. Parce qu'effectivement, tu as des méthodes analogiques, comparables boursiers, comparables de transactions, qui vont refléter plus les prix de marché à l'instant où tu valorises, voilà. Alors que si tu te forges une vraie conviction sur un business plan et sur une valeur à long terme de l'actif, effectivement, tu auras peut-être des soubresauts de valeur dans le futur, mais normalement, voilà, si ton business plan est délivré, ta valorisation demeurera tangible. Donc, voilà, pour une vision de long terme. Voilà, une vision de long terme. Et puis après, également aussi pour se protéger de ça, je reviens encore à la structuration et au montage. Quand tu fais des montages et des structurations d'opérations financières qui incitent à la croissance rentable, notamment sur les options de liquidité, effectivement, tu te protèges un peu par rapport à un risque de survalorisation. Tu as aussi des synergies qui peuvent se développer qu'un industriel peut avoir, ce que n'aurait pas un financier. Donc c'est un peu comme ça que on essaie de minimiser ce risque. Écoute, merci beaucoup Nicolas, c'est très clair. Merci, je te propose maintenant de passer à l'interview de vérité. Oui. En gros, je te pose quelques questions et tu y réponds rapidement, du tac au tac. Ok. Donc rien de très compliqué. On se lance ? Oui. Super. Top projet avec un management moyen ou top management avec un projet moyen ? Top management avec un projet moyen. La phrase rédhibitoire d'un cédant. Je vends parce que c'est le bon contexte pour vendre. Investir en actions du groupe La Poste ou en crypto-monnaie ? En actions du groupe La Poste, évidemment. Évidemment. C'est moins volatile, oui. normalement. C'est vrai. La Poste dans le métaverse, oui ou non ? Oui, bien sûr. Et jusqu'où ira le groupe La Poste ? Jusqu'où ira le groupe La Poste, ça c'est difficile. Déjà, j'ai parlé de l'historique qui remonte à Louis XI, donc je pense qu'effectivement, il pourra encore... la vie sera très longue. La vie sera très longue, et c'est ça justement qui est intéressant chez nous, c'est que on a cette image de tiers de confiance dans la durée, et je pense qu'on sera encore, je ne sais pas où est-ce qu'on sera dans 10 ou 20 ans, mais on sera encore là, en tout cas. Et un message à ton équipe ? Un message à mon équipe, merci beaucoup, merci pour tout votre travail, toute cette aide à la transformation du groupe La Poste et tous les nombreux deals qu'on fait ensemble depuis quelques années déjà, parce que j'ai une équipe fidèle. Super. Merci encore Nicolas pour cet échange. C'était vraiment Edwina. hyper intéressant. On se dit à bientôt dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Edwina, c'était vraiment passionnant comme d'habitude.